pas trop de l'avènement du fascisme de Benito Mussolini en Italie. Le pays est travaillé par ses frustrations territoriales, ses divisions sociales, l'opposition entre le Nord et le Sud. Mussolini est habile à cristalliser ses tensions à son profit. En octobre 1922, il organise une marche sur Rome qui le conduit au pouvoir. À Paris et surtout à Londres, on n'est pas trop mécontent de voir la péninsule délivrée des démons de la division et protégée contre le communisme. Et pour l'heure, c'est en Allemagne que surgissent les événements les plus lourds pour l'avenir. L'instabilité politique, la crise économique, le chômage, le poids matériel et psychologique des réparations de guerre fragilisent la jeune République de Weimar. Raymond Poincaré, président du Conseil français, veut une stricte exécution du traité de Versailles. Lorsque l'Allemagne, sous divers prétextes, se refuse à payer son dû, Poincaré décide de frapper un grand coup. En janvier 1923, il envoie des troupes françaises dans la Ruhr, au cœur industriel de l'Allemagne, pour se payer en nature sur le patrimoine du vaincu. Le gouvernement allemand décrète la résistance passive et appelle à la grève générale. Les sabotages se multiplient. Mais la réaction française est prompte. En quelques semaines, près de 150 000 fonctionnaires et cheminots allemands sont expulsés de la zone. De violents affrontements éclatent. 4 ans après Versailles, vainqueurs et vaincus de la Grande Guerre sont de nouveau face à face. La violence culmine lorsqu'à Essen, devant les usines Krupp, les soldats français tirent sur la foule. L'invasion de la Ruhr suscite en Allemagne une amertume profonde et durable, tandis qu'éclate une terrible crise financière. Une inflation vertigineuse foudroie l'économie. On fait ses courses avec des brouettes de billets. Les chroniqueurs assurent que dans les restaurants, le montant de l'addition peut doubler en cours de repas. L'économie est en faillite. Même dans les salles de cinéma, le courant expressionniste allemand témoigne par sa lumière noire et ses angles tortueux du malaise profond qui pèse sur la société. C'est dans ce climat périlleux pour la démocratie qu'Adolf Hitler, chef du petit parti national-socialiste, vétéran de la Grande Guerre, artiste peintre frustré, tente sa chance. Il suscite un putsch à Munich, dans la soirée du 8 novembre 1923. Mais la police est ferme et le coup de force échoue. Hitler est condamné à 5 ans de prison. Le Times de Londres qualifie le verdict de très bonne plaisanterie. Hitler ne passera en effet que 9 mois sous les verrous. Il en profite pour rédiger un livre-programme qu'il intitule « Mein Kampf », Mon combat, destiné à connaître un jour une sinistre notoriété. Hitler en est désormais convaincu. Le pouvoir doit se prendre par les urnes. Quoi qu'il en soit de ces tourments et de ces angoisses, on peut encore espérer en ce milieu des années 20 que les forces de la paix et de l'arbitrage l'emporteront sur les pulsions guerrières. À partir de 1924, la République allemande, soutenue par des crédits anglais et américains, connaît un redressement remarquable. Le maréchal Hindenburg, ce chef vaincu qui avait su si bien s'exonérer de sa défaite, est élu président de la République au suffrage universel. En France, un esprit nouveau préside à la diplomatie dirigée par Aristide Briand, qui place sa confiance en la Société des Nations. Sous son impulsion, s'ouvre une période de plusieurs années où les espoirs d'un équilibre durable en Europe paraissent légitimes. En gage de bonne volonté, les troupes françaises quittent la Ruhr en juillet 1925. Tandis qu'en octobre, dans la petite ville suisse de Locarno, Aristide Briand signe avec Gustav Stresemann, ministre allemand des Affaires étrangères,
un pacte par lequel l'Allemagne reconnaît ses frontières occidentales telles qu'elles sont issues du traité de Versailles. On passe d'une paix dictée à un accord consenti. C'est un grand jour pour les forces de la paix. Briand s'écrit, c'est la collaboration entre les nations qui s'ouvre. Les États-Unis d'Europe commencent. En conséquence de Locarno, l'Allemagne est admise au sein de la Société des Nations, qui se trouve ainsi grandement renforcée dans son assise et dans son prestige. Trois ans plus tard, en août 1928, l'espérance se fait utopie. Briand, infatigable ambassadeur de la paix, parvient à faire ratifier par 64 nations le pacte qu'il a élaboré avec le secrétaire d'État américain Frank Kellogg et qui déclare rien de moins que la guerre est désormais hors la loi. Gustav Stresemann, son partenaire, y souscrit au nom de l'Allemagne. Le pacte Briand-Kellogg, conclu dans l'enthousiasme général, marque la fin de l'après-guerre. 10 années se sont écoulées depuis l'armistice. Un avenir de paix paraît durablement assuré. L'ère de la sécurité collective semble s'ouvrir pour le monde. Mais il ne faut pas longtemps, hélas, pour que se flétrisse cette magnifique espérance. En octobre 1929, la panique submerge Wall Street, à New York, au centre de la finance mondiale. La bourse, qui s'était abandonnée depuis quelques années à toutes les ébriétés, s'effondre. Le krach boursier se mue très vite en crise économique. Les banques, incapables de recouvrer l'argent qu'elles ont massivement prêté, limitent ou suspendent leur activité. Les petits actionnaires, ruinés, ne consomment plus. Des milliers d'entreprises ferment. Le président américain, Herbert Hoover, brillant cavalier, croit que la crise est passagère et pense que la dépression joue simplement son rôle traditionnel d'assainissement. Il déclare sans barguigner que la prospérité est au coin de la rue. Il ne voit pas qu'en réalité, c'est toute l'économie américaine qui est à reconstruire. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line just waiting for bread? Aux États-Unis, entre 1929 et 1932, le nombre de chômeurs bondit de 3 à 13 millions. Des ouvriers, cadres, employés se font cireurs de chaussures, laveurs de carreaux. Le travail est mis aux enchères publiques et des chômeurs, qu'on a juchés sur des tables comme on le faisait jadis pour la vente des esclaves, offrent leurs services pour une bouchée de pain. Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Pour tenter de soutenir les cours, on détruit les productions agricoles, au moment même où des millions d'hommes sont taraudés par la faim. Groucho Marx ironise. À Central Park, ce sont les pigeons qui commencent à nourrir les gens. Le capitalisme, si fier naguère d'avoir porté la seconde révolution industrielle, se révèle incapable de réguler son dynamisme et de protéger les citoyens des pays où il triomphait contre ses à-coups violents. La panique s'est emparée du peuple allemand dès que les journaux ont annoncé la véritable situation du pays, incapable de faire face à ses engagements. Les épargnants se sont rués vers les banques pour en retirer les dépôts qu'ils leur avaient confiés. Le krach de Wall Street est contagieux. Il précipite l'économie mondiale dans la récession. L'Europe est touchée à son tour.
Et en premier lieu, l'Allemagne, largement financée par la manne qu'on croyait inépuisable des capitaux américains. Mais sous l'effet de la crise, les fonds étrangers quittent le pays. Après quelques années florissantes, l'industrie allemande replonge alors dans le marasme. Et du coup, la démocratie vacille. Aux élections législatives de septembre 1930, nazis et communistes totalisent 31% des voix. 107 députés nazis font leur entrée en uniforme au Reichstag. Pour soutenir la démocratie allemande dans la tourmente, Aristide Briand et Pierre Laval, le président du Conseil français, partent pour Berlin. Laval et Briand sont convaincus que la paix européenne passe par le rapprochement franco-allemand. Il s'agit pour eux de renégocier le paiement des réparations de guerre établies à la suite du traité de Versailles. L'Allemagne devait payer chaque année 2 milliards de marks. Le dernier versement serait effectué en 1988. Mais la crise jette à bas ce calendrier illusoire. Le chancelier allemand Brüning accueille avec empressement la délégation française. Il a besoin du soutien économique de Paris. Mais malgré l'accueil, chaleureux ou commandé, et le désir sincère des Français de sceller le rapprochement, les discussions économiques s'enlisent. Le chancelier Brüning, prophétique, déclare à Briand « Si nous ne nous entendons pas, ce qui se déchaînera ici contre la civilisation est inimaginable. » Finalement, les deux parties n'aboutissent pas. Aucun accord n'est signé. Briand est épuisé. Probablement pressent-il que toute sa construction diplomatique va s'effondrer comme un château de cartes. Malgré la fatigue, le pèlerin de la paix poursuit son combat. En septembre 1931, il vient haranguer une dernière fois sa chère Société des Nations. La Société des Nations, dès ses premiers pas, dans une atmosphère de doute et de ridicule. Elle s'est constituée. Elle a marché. Elle a travaillé. Elle a rendu des services. Elle a donné confiance. Et aujourd'hui, malgré tout, elle a poussé dans la conscience des peuples des racines trop profondes pour que quelques coups de vent sur le haut de ces frondaisons puissent les branler dans ses fondements. Plus de guerre. Nous n'acceptons pas que dans aucun cas, pour aucune cause, dans aucune circonstance, la guerre que nous avons clouée au pilori comme un